tout le monde, merci d'être là. Nous allons nous occuper aujourd'hui d'un livre de Clémence Boulouk qui s'appelle Nuit ouverte, un roman qui a été publié en 2007. Deux mots sur l'auteur, ce sera vite fait. C'est une jeune femme que j'ai connue personnellement, d'abord parce qu'elle est venue à Strasbourg à la journée de la Vidzo, mais aussi parce que je lui avais demandé avec Sonia Lipsik de faire un article dans le livre que nous avions publié en 2003, je crois, Quand les femmes lisent la Bible. Et elle a, si vous le regardez, elle a fait un article très joli d'ailleurs dans ce livre-là. Donc, je la connais. Elle est née en 1977, parisienne. Et il y a eu un événement dans sa vie qui a fait basculer et sa vie et sa vocation, si je puis dire. Son père, qui était juge antiterroriste, s'est occupé d'instruire l'enquête à propos des attentats de 1986 et il a été soumis à une telle pression médiatique, politique, avec des articles extrêmement violents et virulents contre lui dans les journaux, l'accusant de n'avoir pas respecté les règles, d'avoir favorisé l'un ou l'autre, qu'il s'est donné la mort, il s'est suicidé. Elle avait 13 ans à cette époque-là et on comprend bien que c'est quelque chose qui a été à tout jamais marquant dans la vie de Clémence Boulouk. Elle a fait des études brillantes, elle est diplômée de l'Institut d'études politiques, de l'ESSEC, elle a fait un master en relations internationales à Columbia, à New York, où elle est partie une première fois. Et elle est revenue ensuite en France, où elle est devenue journaliste, critique littéraire. Elle est repartie aux États-Unis, où elle a fait un doctorat à l'Université de New York. Et elle a d'ailleurs fait aussi un doctorat en études juives à l'Université de New York. Et elle vit à New York, où elle enseigne à l'Université de Columbia. Je vais citer 2 ou 3 de ses œuvres. Il y en a quelques-unes, il y en a une dizaine à peu près, une douzaine. Des romans, mais également des ouvrages moins facilement classables. Parmi les romans, il y a le premier qu'elle ait écrit, qui est précisément, qui tourne autour de son père et de la mort de son père, la mort tragique de son père. C'est un livre qui a eu beaucoup d'échos, qui s'appelle Mort d'un silence, et qui a été très rapidement adapté au cinéma sous le titre La fille du juge. Je sais pas, vous devez vous souvenir certainement de ce film, La fille du juge. Elle a écrit également d'autres romans, Au pays des macarons, c'était un joli titre là aussi, Sujet libre au pluriel, Un instant de grâce, c'est le dernier qu'elle a publié, qui tourne autour de Audrey Hepburn. Celui-ci, celui dont nous allons nous occuper, Nuit ouverte, qui date, comme je vous l'ai dit, de 2007, est un roman particulier dans la mesure où il va tricoter ensemble, si vous voulez, deux histoires a priori séparées, mais dont l'auteur et la narratrice vont intriquer ensemble les éléments, les personnages. Ces 2 histoires, en fait, rapidement un mot sur le contenu, ce sont 2 histoires parallèles qui ne se situent ni dans la même temporalité, ni à la même époque, ni dans le même espace géographique, ni dans le même espace social, ni dans le même espace religieux. Ce sont 2 histoires en fait que tout sépare, que rien ne prédisposerait à faire se rencontrer, mais qui vont se rejoindre par la volonté de l'auteur, bien sûr, puisque c'est lui, en définitive, qui tire les ficelles, et par un personnage qui est celui de la narratrice, à cause de sa personnalité, à cause de son histoire et à cause de son métier. Alors, ces 2 histoires, ce sont d'une part, la première, celle d'une femme juive en Allemagne dans les années 30, entre 1930 et 1944. Cette femme juive s'appelle Regina Jonas. Certains d'entre vous ont peut-être, sans doute, entendu parler de Regina Jonas, puisque cette femme qui vivait à Berlin a été, dans l'histoire, la première femme à être ordonnée rabbin en 1935. Elle
donc, sa vie est évoquée ici, sa vie de femme, sa vie de rabbin aussi, et on va voir que c'est quelque chose cette vie de rabbin, c'est une vie qui est totalement dévouée aux autres. C'est la première histoire. Regina Jonas va être assassinée à Auschwitz en 1944. L'autre histoire, la deuxième histoire, celle qui va être intriquée à la première, c'est celle de la narratrice qui s'appelle, on l'apprendra à un endroit du texte, qui s'appelle Élise Lermont. Donc, celle de cette narratrice, mais plus encore et surtout celle des grands-parents maternels de la narratrice qui sont des négociants de Champagne. Alors Champagne dans les deux sens du terme, ce sont des négociants en Champagne, le vin mousseux, et des négociants qui habitent la Champagne, à Reims plus précisément. Je cite le livre, c'est la narratrice qui parle. Aujourd'hui, une simultanéité de vie est venue m'horrifier. Regina et mes grands-parents ont vécu en même temps. Rien ne leur était commun. Rien ne leur était commun, c'est un euphémisme qu'elle développera dans la suite du roman. Rien ne leur était commun parce qu'elle est une juive persécutée qui finira dans les fours crématoires d'Auschwitz et que eux sont des négociants champenois mais qui se sont rendus coupables de toutes sortes de compromissions et d'indulgences pour l'occupant nazi. Un trait d'union, comme je l'ai dit, entre les deux histoires, c'est la narratrice. Pourquoi? Parce qu'elle est comédienne. D'une part, elle est comédienne, elle a fait du cinéma, de la télévision, et elle se voit proposer le rôle de Regina Jonas. Et ce rôle, elle va se faire un devoir de l'accepter, vous devinez pourquoi, pour expier, le mot ne sera pas utilisé, d'autres mots seront utilisés, pour expier, pour réparer le mal qu'a fait sa famille. Voilà donc le contenu du roman. La structure, c'est une succession de chapitres qui sont répartis. Alors ça aussi, je vous le dis parce qu'il y a une remarque intéressante à faire. Il y a des chapitres qui se succèdent et qui sont regroupés en 3 parties tout à fait inégales. Une première partie qui comporte 16 chapitres et 150 pages, qui va alternativement braquer le projecteur sur Regina et sur la famille d'Élise, les grands-parents et un autre personnage dont je vais vous parler dans un instant. Et les 2 autres parties, alors je vous ai dit la première partie qu'elle a appelée le souci des âmes. Le souci des âmes, c'est ce qui caractérise Regina Jonas. La deuxième partie ne comporte que 4 chapitres et 32 pages, donc à peu près 4 fois moins. Et la troisième partie comporte 11 chapitres, mais 60 pages. Donc, je n'entre pas dans le détail des explications. La seule chose que je constate, ou la seule remarque que je ferai, c'est qu'il y a là très visiblement un déséquilibre dans la construction, mais un déséquilibre voulu, je crois. Bon, je ne peux pas me mettre évidemment dans la tête de Clémence Boulouc, mais l'interprétation qu'on peut faire de ce déséquilibre, je vais le dire comme ça, l'interprétation, c'est que ce déséquilibre-là est dans la longueur des chapitres et aussi dans les sujets traités, parce que la deuxième partie en particulier va être beaucoup plus composite. Ce déséquilibre, je crois, reflète précisément le déséquilibre qui est l'un des thèmes du roman, même l'un des thèmes centraux du roman, le déséquilibre et la déstabilisation des personnages, d'une part, et le déséquilibre et la déstabilisation de l'époque tout entière, et peut-être, elle le suggérera, de l'humanité tout entière. Alors, je précise un petit peu plus le résumé des 2 histoires, pour qu'on voit un petit peu les détails quand même de ces 2 histoires. Regina Jonas, la première histoire, première en chronologie, mais première aussi dans la mesure où, comme vous l'avez compris, c'est l'histoire de Regina Jonas qui, dans le roman, oriente la démarche de la narratrice. C'est l'histoire de Regina Jonas qui va s'insérer, qui va
s'infiltrer dans l'histoire de la narratrice et qui va faire qu'elle va changer et qu'on va aboutir à quelque chose, à une situation finale qui sera différente, au moins psychologiquement, de la situation initiale. Regina Jonas est née en 1000... Alors, l'histoire de Regina Jonas, elle est exacte. Clémence Boulouq a fait des recherches très précises. Elle va d'ailleurs authentifier ce qu'elle dit et le justifier par des références précises à des textes, à des documents qui sont relativement peu nombreux, mais qui existent et qu'elle est allée chercher. Donc, elle naît en 1902 à Berlin dans une famille pauvre et très rapide. Dans une famille pauvre, c'est un point peut-être à souligner parce qu'il va avoir aussi une importance plus tard, dont le père a 30 ans de plus que la mère. Un couple quand même, là aussi, extrêmement déséquilibré de ce point de vue-là. Et ce père va mourir de tuberculose quand elle aura 11 ans. Point commun, entre parenthèses, avec Clémence Boulouq qui perd son père quand elle a 13 ans. Peut-être qu'on peut aussi voir l'intérêt de Clémence Boulouq, il y a d'autres raisons, mais dans cette similitude de situation. Donc, le père meurt, la famille est soutenue financièrement, économiquement par la communauté car elle est extrêmement démunie. Il n'y a pas, dira l'auteur, il n'y aura pas de rabbin à l'enterrement. Le rabbin aurait coûté trop cher. Depuis son enfance, depuis sa petite enfance, Regina Jonas dit qu'elle veut être rabbin. Donc c'est quelque chose qui est profondément ancré et présent dans sa personnalité, cette volonté d'être rabbin parce qu'elle veut soigner les âmes. C'est sa mère qui, dans une très rare interview, dira plus tard que c'était le mot, la phrase qu'elle utilisait, elle veut soigner les âmes. Elle dit également, Regina dit également, si Dieu nous a mis cela dans la poitrine, il n'est pas d'autre choix. Donc Clémence Boulouq présente Regina Jonas comme quelqu'un qui est habité profondément par une vocation. Et cette vocation, ce sera de s'occuper des autres. Pour elle, être rabbin, c'est d'abord s'occuper des autres. Et on verra que dans les quelques années, puisqu'elle est morte, elle avait à peine plus de 40 ans, dans les quelques années où elle a vécu, où elle a enseigné, parce qu'elle a enseigné, où elle a exercé le rabbinat, où elle a parlé, eh bien, elle a été constamment sur la brèche dans la relation avec les autres, même dans le camp. On en dira un mot tout à l'heure. Donc, une vocation de rabbin, elle va, après son bac, en 1923, intégrer l'Institut des hautes études du judaïsme qui existe depuis une 50aine d'années. Déjà, alors le portrait de Regina qui se dessine, c'est évidemment sur fond de la montée inéluctable et irrépressible du nazisme. Déjà en 1923, il y a dans son quartier, elle habite un quartier pauvre, il y a des violences dans ce quartier et des violences que la presse va attribuer aux Ostjuden, aux Juifs de l'Est qui habitent dans ce quartier, qui sont des Juifs pauvres et qui sont bien sûr, qui ont l'aspect idéal pour endosser toutes les responsabilités pour devenir des boucs émissaires. En 1930, elle a donc 28 ans, elle fera son mémoire de fin d'études, je l'ai noté parce que c'est intéressant, un mémoire de fin d'études qui est intitulé, je cite, « Une femme peut-elle prétendre à la fonction rabbinique ?» Nous sommes en 1930. Une femme peut-elle prétendre à la fonction rabbinique? Un mémoire de 88 pages qui est de façon extrêmement précise ancré dans les textes juifs, dans les citations bibliques, dans les citations talmudiques, dans les citations halachiques, et dans lequel elle va démontrer que oui, une femme peut exercer la fonction rabbinique. Elle obtient la mention bien pour ce travail, mais on lui intime l'interdiction de se présenter à l'examen qui ouvrirait à son ordination. Léo Beck, qui est un rabbin, je ne saurais pas vous dire s'il est conservatif ou libéral, en tout cas c'est une grande figure du judaïsme dont les écrits
sont encore lus aujourd'hui, un grand penseur du judaïsme. Leo Baeck va signer pour elle un certificat d'aptitude à la prédication en 1931. Il ne peut pas aller plus vite que la musique et il sent bien que les esprits ne sont pas prêts pour accepter une nomination de rabbin qui serait donnée à une femme de façon complète. Elle va passer quand même, donc elle va enseigner à des élèves dans des écoles, enseigner à des adultes. L'Allemagne est en train de sombrer dans la catastrophe. Et elle va quand même, à la fin de 1935, passer un examen officieux dans un appartement. Et un examen 1935, quelques mois après la promulgation des lois de Nuremberg, où les Juifs se voient évidemment réduire terriblement, drastiquement, leur liberté et leur possibilité de vie dans le Reich. Donc, elle passe cet examen officieux et elle obtient son diplôme. À la fin, elle obtient son diplôme. Je vais juste vous lire tout petit passage qui est ce qui est écrit sur son diplôme. Sur son diplôme est écrit, je cite, « Je reconnais que son cœur est avec Dieu et Israël, et que son âme tend vers ce but, qu'elle est craignante en Dieu et qu'elle a réussi les examens, et j'atteste de sa capacité à répondre des lois religieuses et qu'elle est ainsi apte à endosser la fonction rabbinique, et que Dieu la protège, soit à ses côtés et le demeure tout au long de son chemin. » C'est le président de la communauté libérale, Max Dinnemann, qui a signé donc ce diplôme-là qu'elle a obtenu à la suite d'un examen donc officieux, comme je vous disais, qui a été mené par 3 rabbins. Leo Baeck ajoutera sa signature à ce diplôme à la veille de la déportation de Regina. Elle va multiplier les prêches, le mot ne me plaît pas trop, enfin les interventions, les prises de parole et les conférences. Elle va les multiplier sur des sujets extrêmement nombreux, sujets de société, mais aussi sujets très précisément juifs. Tout ce qu'elle fait pendant cette période-là témoigne de son souci des autres, de son souci des inquiets, des fragiles, et les documents qu'a pu trouver l'auteur témoignent de l'admiration et de l'amour qu'éprouvaient pour elle tous ces gens démunis dont elle s'occupait. On nous dit au passage qu'elle a aimé et qu'elle aurait voulu épouser un rabbin orthodoxe qui s'appelait Joseph Norden, qui aurait voulu également, l'attirance était réciproque, mais qui n'a pas voulu concrétiser les choses. Pourquoi? Et là, vous allez vous souvenir d'un détail que j'ai dit au début de l'exposé. Ce rabbin orthodoxe avait 32 ans de plus qu'elle. Elle, ça lui était complètement égal. J'imagine que vous pensez bien qu'il y a là un modèle parental qui est présent dans sa tête. Elle l'aimait, elle l'admirait, lui l'aimait aussi. On a une correspondance qu'ils ont échangée, très pudique, mais où il lui dit clairement « Si j'avais eu 30 ans de moins, je t'aurais épousée ». Il ne l'épouse pas. Il va être déporté peu de temps avant elle à Theresienstadt et ils ne se sont pas retrouvés. Les deux sont morts. Elle-même donc a été déportée à Theresienstadt en novembre 1942 avec sa mère. Elle est restée 2 ans à Theresienstadt où elle a là aussi été constamment sur la brèche à s'occuper des gens, à essayer de les réconforter, à faire des conférences à Theresienstadt, 23 conférences sur les sujets les plus divers et en particulier sur la force que l'on peut trouver dans le judaïsme et dans les textes juifs pour vivre même dans des conditions pareilles.
Elle quittera Theresienstadt en octobre 1944, transférée à Auschwitz, où 2 mois plus tard, elle va être assassinée. Une histoire donc assez tragique. Encore un dernier point, on lui avait proposé de se mettre à l'abri, de fuir, et elle l'a toujours refusé parce que, disait-elle, comment puis-je laisser les gens fragiles, et en particulier ceux dont les familles ont été déportées, comment puis-je les laisser sans recours et sans aide? La deuxième histoire, celle d'Élise Lernon, c'est donc celle de sa confrontation, la confrontation de cette Élise, que j'appellerais plus volontiers la narratrice parce que son nom n'est pas souvent prononcé, et pour cause, puisque c'est elle qui parle, et qui parle à la première personne, celle donc de sa confrontation avec le passé de sa famille, avec les non-dits, les silences, qui en fait sont des cache-misères pour les compromissions, les lâchetés, les jouissances aussi, tous les bénéfices que ses grands-parents maternels ont pu tirer de l'occupation. Cette confrontation, elle va la faire grâce à un personnage extrêmement attachant qui s'appelle André et qui est en fait, soyez attentifs, le très jeune frère de ce grand-père en question. Alors ce grand-père en question avait épousé un deuxième mariage pardon, le grand-père en question avait vu son père, donc on va essayer de comprendre rapidement, avait vu son père épouser en seconde noces une femme très jeune, on est constamment dans ce déséquilibre là aussi, une femme beaucoup plus jeune que lui, dont il a eu ce André, qui a 30 ans de moins que son autre frère, que son grand frère. Et ce petit garçon, à 6 ans, a vu ses 2 parents mourir et a été recueilli par les grands-parents maternels de la narratrice. Recueilli, mais du bout des lèvres et du bout du cœur par la grand-mère, dont le prénom est Irène, et du bout du cœur un peu moins méchamment, disons, par le grand-père qui est très absent en fait. C'est la grand-mère Irène qui est une maîtresse femme et qui va corriger et qui va briser et casser définitivement cet André-là. Donc c'est ce André-là qui revient dans sa vie, il a 65 ans, il reprend contact avec elle alors qu'il avait cassé tous les liens et qui va donc la mettre au parfum, si j'ose dire, et l'informer de toutes les turpitudes de sa famille. Donc sa famille, les Lartigue, je cite, de pauvres gens riches. J'ai bien aimé l'expression, de pauvres gens riches. Un couple complètement desséché, une grand-mère qui n'aime personne et qui remplace le vide de sa vie affective par une volonté éperdue de domination et de puissance. Le cas classique. Le milieu du Champagne est évoqué à Reims avec ces deux aspects contradictoires, ses profiteurs et ses résistants, avec le pire et le meilleur. Irène, la grand-mère, je cite, s'est mise à l'heure allemande. Elle va partir à Paris pour, je cite encore, faire semblant de mettre André à l'abri, parce qu'on craignait, on disait craindre des bombardements à Reims au début de la guerre. Elle va donc partir à Paris, mais elle va y mener une vie de luxe, entraînant le petit garçon de réception en concert, en soirée. Et ce petit garçon, qui entre-temps est devenu plus grand, va être témoin de toutes sortes de choses tout à fait terribles. Les trahisons d'Irène, on ne dit pas clairement qu'elle a trahi son mari, mais en tout cas, elle a trahi le devoir d'assistance. Elle était profondément antisémite, mais antisémite avec l'élégance des bourgeois, de cette bourgeoisie parisienne, si vous voulez, parisienne ou rémoise, qui ne dit pas vraiment les choses, mais qui les laisse entendre. Donc l'enfant est témoin de tout cela, et il est témoin, par exemple, des réunions du club de la collaboration, avec des gens des notabilités du milieu du Champagne, mais aussi des écrivains. On voit défiler par exemple Pierre Benoît,
dont je ne savais pas, moi, personnellement, qu'il était un des collaborateurs les plus actifs, on va dire, et quelques autres. Et André, donc, écœuré du monde à 15 ans. À 15 ans, il a tout vu et il n'attend plus rien du monde. Il a l'impression d'être souillé à tout jamais, je cite toujours. Et il va aussi témoigner de la volte-face finale de tous ces gens qui, tout d'un coup, quand les choses tournent mal, vont, eux, tourner leur veste et vont, la main sur le cœur, se reconvertir dans la résistance de dernière minute en disant « mais pas du tout, on a joué double jeu, voyons, on était des résistants pur sang, pur jus, et tout ce que nous avons fait, c'était juste pour donner le change, mais nous avons été des résistants. » Une partie d'entre eux a pu donner non. בשבילי סיימתי, רק זה. כל היתר זה בסדר. Vous pourriez, s'il vous plaît, fermer vos micros. לא רוצה יותר. Alors, donc, dernier point. אפשר לסגור את המיקרו. בסדר. Donc, il a un dernier point. Il a aimé une femme juive, une Simi, une femme marocaine. Et cette histoire de cet amour, qui a bien sûr été un échec, est là pour signer justement l'incapacité définitive de ce personnage à s'engager dans la vie. Il avait envie de gâchis, dit l'auteur, et il fallait qu'il sabote car il s'attachait. Donc, bien qu'il ait été éperdu de cette femme et bien que cette femme ait vraiment souhaité de tout son cœur vivre avec lui, il a cassé, comme tout avait été cassé autour de lui, il n'a pu que répéter ce geste de tout casser là aussi autour de lui. C'est un personnage éminemment tragique. Ce personnage, d'ailleurs, je le dis au passage, se définit comme un juif d'honneur. Un juif d'honneur, parce qu'il est très intéressé par les juifs, très intéressé par le judaïsme. Je vous lis juste un tout petit passage pour vous montrer l'antisémitisme effréné, non seulement de la grand-mère d'Irène, mais également du milieu où elle vivait, à Paris. Je cite, est-ce que c'était, voilà. Donc, en janvier 1941, la question, donc j'aurais dû commencer une phrase avant, j'ai quelques exemplaires. André m'avait apporté aussi quelques-uns des magazines qu'elle lisait à Paris, des exemplaires de Au pilori. En janvier 1941, on verra que ça correspond à l'époque où les choses tournent mal tout à fait pour Regina à Berlin. En janvier 1941, la question à laquelle il fallait répondre pour gagner 3 paires de bas de soie naturels était, ouvrez les guillemets, où les fourrer, toute mesure de destruction radicale étant admise. Les étaient les Juifs. Voilà ce à quoi elle avait répondu, ma grand-mère. Un flot. Ils avaient reçu un flot de réponses. Ils se félicitaient de leur succès et félicitaient leur lectrice. Impossible de savoir si tout cela était dû à l'attrait des bas de soie ou à la des Juifs, ou si l'un allait bien avec l'autre. Pour toutes les bassesses, le goût du luxe donne droit au bénéfice du doute. C'est cela qui était insupportable, 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 répétait André. Sa voix avait changé, elle était grave et aiguë en même temps, et ses intonations étaient celles d'un adolescent. Une paysanne avait proposé de les utiliser en engrais, je rappelle, les Juifs. Une paysanne avait proposé de les utiliser en engrais. Une autre voulait les envoyer nus dans une jungle et les laisser en pâture à des fauves affamés. Une autre, les mettre dans des puits de charbon en Angleterre. Une autre avait la bonne réponse, le four crématoire, du plus vieux au nouveau-né. Mais ce n'est pas elle qui a gagné. On n'en pensait pas moins, mais il fallait rester bien élevé. La gagnante, qui aurait dû remercier les Juifs de lui avoir offert les bas, avait suggéré de les mettre au travail
pour le confort des Ariens, les stériliser et les regrouper dans des quartiers réservés. Ceci renouera les saines traditions de la chrétienté. Je ferme la parenthèse. Alors, les thèmes abordés, vous en avez déjà eu un aperçu à travers ce que j'ai dit du résumé. L'histoire, on a en filigrane évidemment l'histoire de la montée du nazisme en Allemagne, l'histoire aussi de la collaboration en France, la sociologie, portrait d'une petite bourgeoisie amoureuse de son confort et étroite, étriquée, égoïste et hypocrite, portrait aussi de la société juive allemande et de ses clivages orthodoxes et libéraux, mais aussi juifs riches, juifs pauvres. La Shoah, mais aussi la résistance juive. Regina, dans son camp, où elle fait ses conférences, où elle est présente constamment, c'est une figure de la résistance juive. L'éducation et ses ratés, André. Le féminisme également, qui est évoqué, indirectement à travers la lutte ou les combats de Regina, non pas pour s'imposer, mais pour faire accepter le bien fondé de sa volonté d'être en charge d'une communauté. Et aussi, et de façon très sympathique, le judaïsme à travers ce qu'en dit André, à travers ce qu'en dit Clémence, et à travers, à contrario, ce qu'en disent les antisémites. Un point aussi sur lequel je veux rapidement attirer l'attention, c'est qu'il y a dans ce roman, ça mériterait une étude à soi tout seul, mais je le dis très rapidement, j'ai parlé du déséquilibre de la construction, mais on a en miroir des parallélismes et des échos d'une histoire à l'autre. Par exemple, Regina va être l'exact contraire d'Irène. Autant l'une, Regina, est tout entière orientée vers les autres et pas du tout vers elle-même, autant l'autre, la deuxième, Irène, est totalement incapable d'aimer, c'est-à-dire d'avoir même un regard bienveillant sur d'autres qu'elle-même, et autant elle est obsédée d'elle-même et de son pouvoir. On a également deux autres figures en miroir, André, cassé définitivement par ce qu'il a vécu, et un autre personnage qui sera moins présent, qui s'appelle Philippe, c'est lui qui va proposer précisément le rôle de Regina Jonas à la narratrice, et ce Philippe, lui, va émerger de la frivolité, de la légèreté de la société d'aujourd'hui grâce à l'amour d'une femme, une autre femme qui sera évoquée à la fin du roman. On a aussi en miroir deux voyages, deux pèlerinages. Le pèlerinage d'Élise, enfin de la narratrice à Reims en compagnie d'André, un pèlerinage terrible où il va la mener d'un endroit à l'autre et lui dire et lui raconter, lui montrer comment tous ces endroits qui sont des hauts lieux des notabilités rémoises ont été aussi les hauts lieux de la collaboration et de la présence nazie. Et en regard de cela, le pèlerinage que fera la narratrice dans la troisième partie à Berlin, en compagnie de cette autre femme, Yvonne Esther Dandler, et où elle va aller d'endroit en endroit pour essayer de retrouver un petit peu le parfum de Regina. Dernier point que j'aurais pu vous dire à la fin, mais que je vous dis maintenant aussi, on a également en miroir deux citations, l'une à l'entrée du livre, qui est un texte du prophète Isaïe, et l'autre à la sortie du livre, qui est un vers du prophète, du poète, mais peut-être que les poètes ont quelque chose aussi des prophètes, du poète Paul Celan. Alors l'exergue d'Isaïe, qui aussi nous donne à penser, c'est le suivant, c'est tiré du chapitre 21 au verset 11. Une voix crie vers moi de Séhir. Guetteur, où en est la nuit? Qu'en est-il de la nuit, guetteur? Le guetteur répond, le matin vient, puis ensuite la nuit. Si vous voulez des nouvelles, interrogez, refaites le même chemin, venez.
je ne commente pas. À la lumière de ce que je vous ai dit, vous pouvez sentir les passerelles. Et le vers terminal, le vers qui termine le roman de Paul Celan, c'est celui-là. Et la nuit s'est ouverte et elle est restée déclose. Voilà. Alors, je vous partage le texte. Alors, comment on fait ça de nouveau? Partage d'écran. Voilà. 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 Vous l'avez? Vous l'avez le texte? Oui, nous l'avons. D'accord. Bien. Alors, ce texte, c'est le tout début du roman. C'est le texte d'entrée du roman, qui est en même temps son introduction, qui se situe avant les 3 parties. Donc, une espèce de prologue, si vous voulez. Et je vais d'abord vous le lire, si vous le permettez, et ensuite on en parlera un petit peu. Il s'agit d'un souffle, d'une femme allemande, déportée à Auschwitz. Regina Jonas, première femme rabbin au monde, ordonnée à Berlin en 1935, assassinée en Pologne en 1944. Épargne de mourir à cette femme déjà morte, à cet être anéanti par sa naissance et par sa foi, pour sa naissance et pour sa foi. Je sais, des embrasements au nom de Dieu, des religions qui calcinent, des hommes qui explosent, tu es là, lasse, peut-être, autant que tous, et blessé, blessé autant que moi. Mais certains ne font ni violence ni commerce du dialogue avec leur Dieu, en qui ils ne cherchent que la douceur et la consolation d'exister. Ceux-là, souvent, sont absents des livres d'histoire. Ils n'ont pas cherché à s'y inscrire, préférant réserver leur force pour les jours et les hommes qui s'effacent. Brièvement, leur nom survit en ceux qui les ont approchés, comme un faible sourire sur le visage d'un malade. Ces êtres sont juste un souffle, frêles face aux étouffeurs, qui de leur versée ou de leur foi font des tessons, les sèment en chemin, blessent puis empoignent les nuques pour arrimer les regards au sol. Le ciel, ils le barrent et ils éventrent le monde. Je n'écris pas pour tuer le temps, je ne veux pas gâcher le tien. Mais il s'agit d'une vie à sauver, même trop tard. Et cette vie n'est pas seulement la mort d'une femme juive. En elle te parle mon histoire et aussi la tienne. Alors, toi qui, peut-être, n'es pas croyant, ou qui crois comme je ne le peux pas, je voudrais que tu me suives à présent. J'ai besoin de toi. Pour être au chevet du temps, des morts et des mourants, de ceux qui n'ont plus que toi et moi pour être encore un peu de ce monde, de ceux qui ne me connaissent pas, que je ne connais pas plus que toi. Voilà pourquoi j'écris pour la première fois. Si je l'esquivais, ce devoir aurait raison de me hanter. Les revenants sont sans doute nos inaccomplis, et je les comprends mieux depuis que j'ai rencontré, entre autres fantômes, une femme morte, dont on m'a proposé le rôle. Je ne peux pas m'en acquitter comme s'il n'en était qu'un parmi d'autres, comme s'il n'était qu'un tiret dans ma carrière. Une carrière, c'est aussi ceux dont on extrait les pierres. Et j'extrais celles qui me pèsent. J'extrais de mes généalogies les scandales cachés,
ces blocs qui font trébucher. Je dois forer tout ce passé, sa mort à elle et leur faute à eux. Eux, les miens, par abandon ou calcul, ils ont laissé la voie ouverte aux assassins. Par indifférence ou peut-être insouciance. Parce qu'un haussement d'épaule est tellement élégant, un rire toujours plus poli qu'un regard courroucé. Et surtout, parce qu'on pouvait vivre à Paris comme si la guerre n'était pas là. Mieux même que lorsqu'elle ne l'était pas. De cette routine transfigurée, améliorée, je n'avais jamais entendu parler. Longtemps, pour moi, comme dans mes livres d'histoire, la France a été tout en gris et en peine. Ou bien, elle avait revêtu l'uniforme de la milice, de coq supplétif des nazis. Mais tous les nantis, tous les notables, guillerets et précautionneux, sont partis de ces pages sur la pointe des pieds et n'ont pas été jugés. Alors, vous voyez que c'est un texte, j'allais dire complexe. Complexe parce qu'il y a plusieurs pistes, plusieurs passerelles qui sont ouvertes dans ce texte. Alors, on va essayer de mettre un petit peu d'ordre dans cela. Remarquez d'abord que ce texte s'adresse au lecteur. C'est tu, toi lecteur, je te parle d'elle. Hein, il y a les trois personnes grammaticales et le texte est, ça n'est pas tellement fréquent, une adresse au lecteur et même plus exactement une supplique au lecteur. La narratrice demande au lecteur de l'aider. Elle a, dit-elle, besoin de lui. Donc ça, c'est la première chose qu'il faudrait dire. La deuxième chose qu'il faudrait dire, pour avoir une vue un petit peu synthétique, c'est qu'on a ici, évidemment, de façon habile, hein, elle connaît son métier, l'auteur connaît son métier, une annonce très claire du thème central. Le thème central, une histoire double, une histoire simple, en fait, qui est l'histoire de tous, une histoire dans laquelle non seulement des pistes s'ouvrent, mais dans laquelle le particulier s'imbrique dans l'universel. Le particulier s'imbrique dans l'universel parce que l'histoire particulière de Regina Jonas, elle fait signe à l'histoire de tout un chacun. Et le particulier s'articule à l'universel et d'une certaine façon, elle le dira dans d'autres endroits du texte, métaphorise l'universel, ou encore, on pourrait le dire autrement, la manière dont l'humain se définit par sa responsabilité. Parce qu'ici, on a de façon très centrale et insistante le thème de la responsabilité ici du lecteur, à qui incombe la responsabilité d'aider à ce travail de mémoire. On va le dire de façon très banale, le travail de mémoire, c'est tellement galvaudé que ça ne veut plus rien dire, mais d'aider à ce travail de forage, je préfère utiliser l'expression qu'utilise la narratrice, ce travail de forage afin de sortir quelque chose et d'aider à vivre. La structure du passage, on ne la voit pas de façon très très facile. On peut peut-être en voir plusieurs plans dans ce passage. Pour ma part, j'y en ai vu 3. La première qui va jusqu'à que j'ai intitulé « Épargne de mourir à cette femme déjà morte » et qui irait jusqu'aux 2 paragraphes de la 2e colonne. Épargne de mourir à cette femme déjà morte, pourquoi? Quel est le centre, le point névralgique de ce passage? La foi, le dialogue avec Dieu, écrit d'ailleurs en minuscule, le dialogue avec Dieu, celui de cette femme, et à travers ici, le dialogue avec Dieu institué par les Juifs, on le verra dans d'autres passages qui correspondent, c'est un gage de vie, c'est une possibilité de vivre face à ceux qui, dit-elle, à ceux qui
qui vivent et préconisent une foi qui est une foi de mort, ceux qui barrent le ciel et ceux qui éventrent le monde. Elle définit donc deux types de foi, le mot foi ou le mot dialogue avec Dieu, qui est peut-être préférable, ceux qui entament un dialogue avec la divinité qui va être une possibilité de vivre et une aide à vivre, et ceux qui n'entament pas de dialogue avec la divinité, mais qui imposent leur vue de la divinité et qui, encore une fois, j'aime beaucoup ces expressions très fortes, barrent le ciel et éventrent le monde. Ça, c'est donc un premier volet. Le deuxième volet, c'est à partir de « Je n'écris pas pour tuer le temps, je ne veux pas gâcher le tien », je lui donnerai comme titre « En elle te parle mon histoire et aussi la tienne ». Donc, si vous voulez, c'est la deuxième raison pour laquelle le lecteur est sollicité par la narratrice. Il s'agit non pas seulement d'aider à maintenir un tant soit peu en vie une morte, d'aider à ne pas la tuer une deuxième fois par l'oubli et le silence, mais il s'agit aussi de mettre à jour, de mettre au jour l'histoire de tout un chacun et celle du lecteur également. Et la troisième partie qui commence à « Voilà pourquoi j'écris », c'est-à-dire la troisième colonne, « Voilà pourquoi j'écris pour la première fois », dans laquelle est défini le rôle que doit jouer la narratrice, qu'elle a accepté, elle a accepté de jouer le rôle de Regina, là aussi pour forer le passé. Et dans le dernier paragraphe de cette troisième partie, « Eux, les miens ». Et elle va donc faire un descriptif que je trouve magnifique de ce qu'étaient les siens. Alors, très rapidement, mais je le fais très rapidement, je ne m'attarderai pas là-dessus. On a donc un enchaînement de thématiques qui vont être celles qui seront abordées dans tout le livre. Première thématique, l'assassinat d'une femme, la première femme rabbin au monde à Auschwitz. Deux problèmes très rapidement évoqués dans ce tout premier paragraphe. La problématique d'une femme rabbin, la problématique scandaleuse, difficilement acceptée d'une femme rabbin, et la problématique de l'assassinat en Pologne en 1944. Je n'ai pas besoin d'insister sur l'originalité de l'écriture de ce premier paragraphe, une écriture extrêmement saccadée, syncopée, un peu comme une respiration haletante, concise également, où quelques mots sont écrits par ligne, concise comme la vie de Regina, une vie de Regina contractée entre les deux dates clés de 1935 et 1944. Ensuite, on a, deuxième point, mais vous l'avez vu déjà dans ce que j'ai dit tout à l'heure, l'antithèse très forte entre la foi qui aide à vivre et la foi qui tue. Avec cette phrase que je trouve extraordinaire, qui évoque les fanatiques de tous bords, face aux étouffeurs qui, de leur versée ou de leur foi, font des tessons, les sèment en chemin, blessent, puis empoignent les nuques pour arrimer les regards au sol. Le ciel, ils le barrent et ils éventrent le monde. Je ne peux pas faire non plus l'explication comme je l'aurais faite en classe, mais vous sentez la force des mots, l'extrême force des mots, des verbes, la force d'image également, des métaphores, les sonorités qui sont des sonorités sifflantes avec des S et des F de partout qui étouffent. Les étouffeurs qui, de leur versée ou de leur foi, font des tessons. Voilà, tout ça, ça donne un rythme et une musique à l'écriture qui est vraiment une caractéristique de Clémence Bouloux. Le troisième point, c'est l'écriture. Le thème de l'écriture. Une écriture qui est un double devoir pour sauver les morts d'une part et pour extraire les pierres qui me pèsent avec ce jeu de mots superbe sur carrière, la carrière de l'actrice, mais aussi la carrière dans laquelle il faut extraire les pierres qui pèsent, extraire les généalogies, dit-elle, qui sont pesantes. Et pour dire aussi leur faute à eux. Quatrième thème, les miens, ce portrait éblouissant, à la fois lucide, nuancé et impitoyable, qui sont de cette société, celle de ses grands-parents, qui sont complices, pas auteurs d'infamie. Dans le passage que j'ai supprimé à la fin du texte, parce que je n'avais plus de place pour le mettre,
elle le dit, ils sont complices, pas auteurs d'infamie, ce ne sont pas des grands criminels, ce sont des petits lâches qui ont simplement frayé la voie au meurtre. Leurs motivations, les motivations de leur lâcheté, abandon, calcul, indifférence, insouciance, donc là aussi, des gens comme tout le monde, avec là aussi une expression éblouissante de brièveté, de justesse, pour stigmatiser toute cette désinvolture, toute cette frivolité, parce qu'un haussement d'épaule est tellement élégant et un rire toujours plus poli qu'un regard courroucé. Et vient ensuite l'occultation amère de tout un pan de la société française qui a su vivre à Paris comme si la guerre n'était pas là et qui est, je cite, partie des livres d'histoire sur la pointe des pieds, je trouve ça superbe comme formulation, laissant croire que la France a été, là aussi, que la France a été tout en gris et en peine. Le mythe de la France tout entière résistante a été tout en gris et en peine. Je trouve ça aussi superbe, tout en gris et en peine. Et où avait revêtu l'uniforme de la milice. Or, il y avait ce troisième pan énorme de la société qui, sans être encore une fois impliqués dans les grands crimes, étaient ceux qui avaient, par leur compromission, ouvert la voie et rendu possible le crime. Je termine sur je termine par quelques lignes de ce que j'appelle l'épilogue. C'est un épilogue. C'est l'avant-dernier chapitre en fait du roman. Et voici ce qui, en guise de conclusion, peut être dit. En comprenant cette femme, j'ai fait la paix avec les miens, mais méprisables. J'ai compris que Regina était aussi une de mes ancêtres. Dans nos filiations, ce n'est pas toujours de sang qu'il s'agit. Pour ne pas condamner ceux qui ne peuvent avoir de descendance, il est dit dans le Talmud que les élèves sont comme des enfants. J'ai appris d'elle beaucoup. Sans doute faut-il, pour aimer la vie, être tendre avec les morts, car les morts nous ouvrent le cœur. Et c'est sur ce message d'espoir, de réconciliation sans pardon et sans oubli, mais de réconciliation, d'acceptation de la duplicité humaine que le livre s'achève. Et sur une dernière phrase de Clémence Boulouc, qui est la suivante: se retourner sur un être juste fait de vous juste un être. Une phrase que je trouve superbe. Voilà, j'ai terminé et je voudrais bien quand même vous entendre, voir comment vous avez reçu ce livre. J'avoue que je craignais de choquer certains puisqu'il s'agit de la première femme rabbin. Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas mis dans l'annonce du livre. Je prévoyais que certaines personnes diraient « Ah, encore du féminisme, encore une femme rabbin ». Mais le centre du livre, c'est pas ça. Le centre du livre, c'est la justice et l'empathie et la personnalité d'une femme tout à fait exceptionnelle. Voilà, alors je vous écoute. Je vais donc… comment on fait? Alors vous m'avez dit qu'il faut que j'enlève le partage. Comment je fais ça? Comment je peux enlever le partage d'écran? Ah, d'accord, je crois que j'ai trouvé. Allez. Voilà, donc j'enlève arrêter. Voilà, super, j'ai réussi. Bravo. Voilà, alors, mesdames, messieurs. Bon, Janine, à propos des femmes rabbins, il n'y a pas de quoi lancer une fatwa. Hein. C'est pas moi qui lancerai la fatwa. Non, aussi, oui, je voulais juste dire la chose suivante, parce que quand on monte au créneau contre les femmes rabbins, on monte au créneau essentiellement contre la question qui fâche, à savoir chanter en public ou lire la Torah en public. D'accord? Ce sont des questions qui, de toute façon, ont des réponses rabbiniques orthodoxes multiples. Ça, il faut déjà le savoir.
ne pas se laisser embarquer dans le discours très souvent, c'est interdit par la halakha. Il y a des opinions dont le Rav Ovadia Yosef, je le dis publiquement, dont j'ai un enregistrement d'un cours, qui considérait, enfin bon, je ne vais pas entrer là-dedans maintenant, mais dans ce livre, le rabbinat est vécu et décrit comme une présence aux autres. Or, ce travail-là, elles le font. De facto, elles le font. Il y a cette histoire des femmes rabbins, elle est hyper gonflée pour pas grand-chose. Voilà. Mais on ne va pas en faire Bravo, merci. Comment vous avez reçu le texte que je vous ai proposé, qui était… D'accord. Comment vous sentez l'écriture et la… Je vais lire quelque chose. Alors, Faut le lire. Hein. ça donne envie Oui, de le bien lire. sûr. Et là, vous en avez un échantillon. Et ça donne envie d'être lu. Oui. Ça donne envie de le lire. On va le Tu as lire. parlé à un moment donné, tu as parlé, Janine, d'un écrivain et tu as dit que tu ne savais pas qu'il avait été collabo. De qui s'agissait? Pierre Benoît. Pierre Benoît. Pierre Qui, Benoît. Pierre Benoît? Je savais Ah, pas Pierre non Benoît. Oui. Ah oui. Benoît. plus. Pas non plus. Oui, moi non plus. Il y a un livre que j'ai ici, je crois de Franck et Vautrin, il me semble, sur la collaboration des écrivains pendant la guerre. C'est assez affolant. La collaboration active ou plus active ou moins active, mais les compromissions, c'est assez effrayant. Voilà. Sartre n'était pas très Non, loin. c'était pas très clair. De qui tu parles là? De Pierre Benoît? Ou de… Des écrivains. Des Ah, écrivains. les écrivains. Les écrivains. Oui, oui. Voilà. La biographie de Gallimard aussi, Oui, c'est impressionnant aussi. Ça fait peur. Hein. J'avais lu un autre livre de Clémence Bouloux qui me semble que c'était sur la mort de son père. Ça m'avait beaucoup impressionné aussi. oui, c'est Mort d'un silence. Mort Hein. d'un silence, c'est ça. Oui, oui, oui. Celui-là, j'avais lu il y a quelques années. C'était impressionnant aussi. Moi, je ne l'ai Une pas grande lu celui-là. C'est le prochain que je mettrai sur ma table. Oui. Oui, mais tu nous donnes beaucoup d'idées de livres et on n'a pas le temps de suivre. On n'arrive pas à suivre tout ça. On n'arrive pas à suivre. On va lire toute la journée. Moi, ce qui m'étonne, c'est qu'à cette époque-là, donc déjà en 1935, il y a eu une femme qui a eu ce désir d'être rabbin. Aujourd'hui, ça ne nous surprend plus parce qu'on connaît tous Delphine Orviller, Pauline Bébé, voilà. Mais qu'en 1935, déjà, il y a eu une femme qui a eu envie d'être rabbin, ça, c'est quand même extraordinaire. Enfin, pour moi. Oui, oui, oui. En Allemagne. Je comprends. Bah oui. Mais ce que le livre met en relief, c'est que cette volonté d'être rabbin, pour elle, c'était d'être présente aux autres. C'est pas une position de pouvoir. Oui, je En tout cas, c'est comme ça que l'auteur l'a décrit. C'est pas une position de pouvoir. Après, justement, si c'était juste l'envie de faire pour les autres et d'être à l'écoute des autres, il y avait d'autres solutions. Mais justement, d'être rabbin, c'est quand même assez significatif. Oui, mais elle voulait que ce soit dans le cadre elle enseignait aussi. Elle avait fait des études poussées. Cette école, cette Hochschule, bon, je ne sais plus en allemand comment ça s'appelle, Judentums. Bon, je suis mais c'est une école de très haut niveau. C'est de là que sont sortis tous ces grands qu'on appelle aujourd'hui, avec un peu d'ironie parfois, les lumières, Oui. les lumières de la Scala, les lumières. Parce qu'il y a eu, bon, bien sûr, beaucoup d'outrance au XIXe siècle, beaucoup d'outrance dans leur position. Mais c'était des gens, des érudits, c'était des gens qui savaient de quoi ils parlaient. Aïe, aïe, aïe. Oui. Il faut savoir que le judaïsme allemand était très libéral déjà. Une partie du judaïsme allemand, oui, sûrement. Il y a eu la réaction de Shimshon Raphaël Hirsch,
au 19e siècle, qui a recadré un petit peu les choses, mais qui, Nicole, si tu lis Shimshon Raphaël Hirsch, il n'a pas grand-chose de commun avec nos orthos, bon, je ne vais pas être méchante, nos orthos étriqués d'aujourd'hui. Hein, il était, Torah derrière Eretz, c'était vraiment, il était totalement convaincu que la civilisation européenne ou la civilisation occidentale était tout à fait positive. Alors, il n'a pas vécu la Shoah, peut-être qu'il aurait changé d'avis après, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'était un autre positionnement que celui de certaines de nos communautés d'aujourd'hui. Justement, c'est lui qui a ouvert le chemin sur beaucoup de choses, y compris le Torah Imderet. Ouais. Donc ça n'a rien à faire avec le judaïsme. Nicole Franck. Avec le judaïsme actuel, non. Ben parce que le judaïsme actuel, en France en tout cas, se referme beaucoup. Il y a les libéraux aussi. Oui, oui, bien sûr. Bon, bah écoutez, moi, on ne va pas... En tout cas, non, je dis sur la littérature et sur tout ce qui a Je ne connaissais pas cet auteur. En tout cas, ça m'a donné, votre intervention m'a donné envie de lire ce livre. Et oui. Puis, concernant le livre dont vous parliez avec les auteurs, les écrivains et la collaboration, ça m'étonnerait beaucoup que dans la liste des écrivains français, du moins, qui ont collaboré, ça m'étonnerait beaucoup que vous trouviez un poète. J'aimerais bien savoir si... oui, vous aviez dit ça l'autre fois. Aucun poète dans la collaboration. Ils ont tous été dans la résistance, passive ou active. Enfin, je ne sais pas si tous, mais en tout cas, beaucoup l'ont été. On en connaît beaucoup. Oui, voilà. Vraiment, c'est vrai. Alors, est-ce que c'est parce que être poète, c'est pas une position de pouvoir, hein, peut-être. Peut-être que c'est relié davantage à l'être qu'à l'avoir, la poésie. Ouais. Peut-être. Ok. Bien, ben merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Janine. Merci Janine. Merci Janine. Au revoir tout le monde. À la Bonne semaine à tous. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Au revoir. À la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir, Jeanne. Tu quittes.